16h50, Jean-François Robin nous rejoint pour participer à ce conseil de famille. Directeur de la recherche de Natixis, il vient casser les idées reçues. Bienvenue Jean-François. Bonjour à tous. Ce qui se passe en Iran peut créer une crise inflationniste. On l'entend beaucoup, mais vous n'y croyez pas. Vous dites bullshit. Vous foudroyez ceux qui disent que les taux vont probablement monter parce que l'inflation est de retour du fait de cette guerre. Oui, je trouve qu'on a un petit peu trop vite tendance à calquer ce qui se passe aujourd'hui en Iran sur ce qui s'est passé en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on a un peu tendance à retrouver ça dans les marchés obligataires, dans les taux qui remontent. Vous avez assez logiquement les actions qui baissent, l'or qui monte, les valeurs refuges qui montent. Mais d'habitude, les valeurs refuges, ça inclut les obligations souveraines. Et là, on voit les taux qui remontent très très fortement. Donc le marché achète l'idée que ce truc-là, ça va faire un choc inflationniste, mais quelque part qui ralentirait pas la croissance. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me semble un peu bizarre et dur à comprendre. Soit, effectivement, on a un choc durable qui va ralentir les économies, et à ce moment-là, les banques centrales, comme elles font toujours, c'est ce qu'elles disent, on regarde au-delà des prix de l'énergie, et à ce moment-là, les banques centrales baisseraient les taux, soit ou alors c'est un choc très temporaire, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison non plus de monter les taux. Donc je trouve qu'il y a un truc qui boucle pas entre le fait que les actions qui ne baissent pas beaucoup, alors que les taux montent énormément. Et si on va un petit peu plus dans les détails, aujourd'hui, ce qu'avait fait l'inflation en 2022, c'était les prix notamment du gaz et du pétrole. Donc là, aujourd'hui, on a un prix du pétrole qui a monté de 15-20 $ la prime, et vous avez un prix du gaz en Europe, le TTF, qui est monté jusqu'à 50%. Simplement, il faut juste deux petites remarques. D'abord, le prix du gaz, 50%, c'est très impressionnant. Mais à la fin, le prix du gaz, il est sous les 50 € le TTF. Il faut se souvenir qu'en 2022, quand Poutine arrête, c'est lui qui stoppe les livraisons de gaz à l'Europe, ça monte à 340 € le TTF. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées. La deuxième chose, c'est aussi qu'on sort de l'hiver. C'est l'hiver météorologique, on est en train d'en sortir en Europe, et on est avec des stocks qui sont autour de 30%, un peu moins plein que d'habitude, mais finalement avec une fin d'hiver qui s'annonce très douce. C'est 19-20 degrés, ça va. Voilà, on est 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. A priori, ça dure un peu trop d'ailleurs. Voilà, mais a priori, on ne devrait pas avoir le retour d'un hiver très fort, ce que nous disent en tout cas pas les prévisions météo. Et donc, on n'est pas du tout dans la même situation où Poutine nous coupe le gaz au moment où on doit remplir nos stocks au début de l'automne. Donc, à mon avis, ce choc inflationniste, il est beaucoup, beaucoup trop surjoué. Et puis, je termine par ça, c'est qu'il me semble que, on en parle tous, on a tous des idées un petit peu là-dessus, mais effectivement, ce qui se passe en Iran, tout dépend de combien de temps ça durera en Hormuz. Or, je crois quand même que le temps ne joue pas en faveur du régime iranien. Là aussi, pour donner un petit peu des ordres d'idées, sur la seule journée d'hier, la coalition Israël-États-Unis bombarde. Ils ont 4000 frappes qui sont données. C'est un truc qu'il faut juste prendre un ordre d'idée. Le record, pardon de parler comme ça, en Ukraine des Russes, le mieux qu'ils aient pu faire, c'est 200. Donc c'est 200 par jour frappe, là c'est 4000. À ce rythme-là, je serais quand même assez étonné qu'il y ait beaucoup de munitions. On nous dit que les Iraniens sont capables de produire des usines de Shahed, veux-tu en voilà. Quand on voit que les Israéliens ont à peu près le contrôle de toutes les caméras de surveillance de Téhéran, je serais assez étonné qu'ils ne sachent pas où sont exactement ces stocks et qu'ils les aient détruits dans les quelques prochains jours. Donc attention, cette idée que le détroit d'Ormuz, ça va faire une énorme crise économique et financière, moi j'y crois pas trop. Julien. Très bien. Juste, on voit quand même que le marché a du mal à y croire, si vous me permettez. Parce que hier encore, Donald Trump a dit, alors les navires, on les escorte, l'assurance, on la prend là, et on se dit, bon bah ok. L'Iran dit l'inverse. Vous semblez imputer que l'Iran, en fait, on n'est pas obligé de les croire quand ils parlent. Là, on est dans une commission. Mais le marché, lui, n'y croit pas. C'est sûr. Ouais. Le marché, il n'y croit pas. Là, le pétrole, ça monte encore. L'Asie, ce matin, c'était catastrophique. Oui, c'est-à-dire que les assurances des Américains et la promesse d'escorter les navires, le marché dit ok, c'est sympa, mais franchement, on ne va pas bâtir une stratégie là-dessus parce que ça reste très fragile, très hypothétique, et le pétrole se détend à peine, effectivement, aujourd'hui. Vous avez raison, Julien, il reste au-dessus des 80 $. Oui, mais qu'on mette de la prime sur du pétrole, encore une fois, vous avez un sujet sur le pétrole en tant que tel, c'est que vous avez quand même une zone, encore une fois, c'est pas l'Iran, l'Iran c'est 1,4 million de barils le jour, l'Iran c'est un tout petit pourcentage, même pas 3%. On est sur un tout petit pourcentage des exportations mondiales. En revanche, la zone Moyen-Orient, là, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et notamment, c'est un énorme problème ce qui se passe dans Hormuz et dans la région, c'est surtout pour la Chine. Encore une fois, c'est pas du tout beaucoup moins un problème dans un premier ordre sur l'Europe et les États-Unis. Nous, c'est un problème de deuxième ordre par les prix. Mais en revanche, pour la Chine, c'est un énorme sujet. 50% du pétrole qu'elle importe passe par là. Et donc, pour en venir à mon détroit, ce qu'on va voir, c'est quand même une alliance
un petit peu hétéroclite, mais de gens où tout le monde va avoir le même intérêt, c'est que ça finisse par sortir. À la fois les pays du Golfe, les Chinois, les États-Unis, les Anglais, les Français, tout le monde se met là-dedans. Et même les Iraniens y ont intérêt. Et même les Iraniens, finalement. Donc je ne crois pas trop à cette idée que les Iraniens soient capables de disrupter longuement. Encore une fois, les Israéliens et les Américains ne sont pas fous. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est couler les navires iraniens dans leur base pour pas qu'ils puissent bloquer le détroit. Donc oui, c'est sûr qu'avec un RPG, c'est sûr qu'avec un petit truc de bas de gamme, un drone, un drone, hein, mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui l'armada qui est là-bas. Vous avez 40% de la flotte américaine qui est sur place. Vous rajoutez ça, les Chinois qui sont en train de dire attention, moi j'ai besoin. Ça fait cher le drone à abattre. Ça fait quand même cher le drone à abattre. Oui, bien sûr. C'est une guerre économique, mais je crois que là aussi, c'est plutôt du côté de la coalition attaquante. Jean-François, est-ce que vous osez le mot de choc transitoire temporaire en ce qui concerne l'inflation? C'est un mot qui fait peur quand même aux banquiers centraux parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à prendre des décisions maintenant, qu'ils attendent de voir ce qui se passe. Et en 2022, ça avait été reproché à la BCE. Est-ce que vous dites que c'est un choc, c'est temporaire? Encore une fois, moi je suis pas du tout. C'est très dur de dire combien de temps ça va durer cette histoire. Là, je m'avance un peu, mais vous êtes le directeur de la recherche de Natixis quand même, Jean-François. Nous, on a un scénario central qui est de dire que ça ne dure pas, en se disant mon analyse pétrole me dit, moi, je pense qu'à la fin de l'année, le pétrole il est à 66. Donc on retourne à un scénario où on reste pas très longtemps sur ces niveaux-là. Encore une fois, faut pas oublier un truc, il y a des effets de second tour, c'est-à-dire que si jamais les prix du pétrole restaient très élevés, ça ralentirait les économies, ça ralentirait la demande et ça ne resterait pas très élevé. Et après, pour répondre à votre question, effectivement, on a dans le modèle de la Fed, vous avez $10 de hausse du pétrole, vous avez autour de 0,3 de hausse de l'inflation. C'est ce qu'on a un peu tous en tête. Ça veut dire qu'un pétrole qui passe à $100, effectivement, ça vous fait de l'inflation à 4 aux États-Unis. Alors là, la Fed, elle baisse pas les taux, ça c'est certain. Simplement, on oublie la deuxième partie de l'équation, qui est de dire s'il y a $10 de hausse du pétrole aux États-Unis, ça vous fait baisser le PIB de 0,2. Et donc je reviens à mon histoire de second ordre. Oui. Et dans ces cas-là, historiquement, ce qu'on voit, c'est que les banques centrales, et Philippe Lane a commencé à le dire, Villeroy l'a dit pour la BCE, en fait, la Banque centrale européenne, dans ces chocs un peu one-off comme ça, sur les énergies, ils ont tendance à regarder au-delà en disant c'est pas qu'il y a de la surchauffe de l'économie, l'inflation elle monte parce qu'il y a des prix du pétrole qui montent. C'est un petit peu ce qui s'était passé en 2022, donc je suis assez optimiste que ça change pas la Banque centrale. C'est Jean-François Robin qui nous accompagne en fil rouge, si ça vous dit de rester avec nous, Jean-François. Avec grand plaisir.